Bonsoir, je m'excuse, j'ai du retard sur la sortie de cette vidéo, c'est ma faute, voilà, c'est pas grave. Il a fait très beau et très chaud tout le mois d'avril et nous sommes au mois de mai et maintenant j'ai froid, je dois porter une polaire dans mon appart, c'est super. Bien, la dernière vidéo c'était pour vous parler de tous les appareils photo que j'ai vendus. Et aujourd'hui, vous avez sûrement lu le titre de la vidéo, on va parler des appareils photo que j'utilise le plus souvent parce que, eh oui, pendant des années, j'ai eu des appareils photo numériques et j'en ai eu que un à la fois. Simplement aussi parce que mes moyens ne me permettaient pas d'avoir plus qu'un appareil à la fois. Donc à chaque fois que j'avais envie de tester un nouveau truc, soit tout le temps, je revendais l'appareil précédent et les objectifs qui allaient avec parce que à l'époque c'était assez difficile d'adapter les objectifs d'une marque sur une autre. Maintenant, ça a été un peu simplifié. Mais avant, j'avais vraiment pas le choix que de vendre l'ancien matos pour acheter et financer le nouveau. Aujourd'hui, beaucoup du matos que j'utilise ne vaut plus forcément aussi cher. J'ai aussi un peu plus de moyens parce que ça fait quand même officiellement 10 ans, et ouais, depuis que j'ai eu mon premier taf à temps plein, et que l'entièreté de l'argent que j'ai jamais gagné a quasiment été investi uniquement dans du matos, et que le vieux matos a été revendu, donc à financer du nouveau matos. Donc j'ai quand même, à travers les années, réussi à accumuler beaucoup de choses. Et il y a un moment donné où j'ai commencé à ne plus forcément revendre l'ancien matos quand j'achetais du nouveau. Et d'ailleurs, quand je dis nouveau, je parle de nouveau pour moi, c'est-à-dire du matos que j'utilise ou que je teste pour la première fois, mais pas du matos qui est physiquement nouveau, puisque j'achète quasiment exclusivement d'occasion. C'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours eu cette énorme curiosité de tout le temps tester du matériel. Je suis quelqu'un qui aime bien vous faire la morale en disant que concrètement, le matériel, c'est pas si important que ça, que ce qui compte, c'est vos photos. Et que moi-même, quand je vais voir une expo photo ou que je découvre des images sur internet, les premières questions qui me viennent ne sont pas liées au matériel. Ça suscite d'abord pour moi un intérêt sur le sujet, la composition, la lumière, avant de penser à quel éventuel objectif ou appareil photo a été utilisé. Mais je reste un gros geek qui kiffe le matos. J'aime les appareils photo, c'est sympa. J'aime en tester des nouveaux tout le temps. Je kiffe tester des appareils. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu démarré cette chaîne YouTube, parce que ça m'a permis de partager ça avec vous, de vous donner mon avis et de discuter avec d'autres personnes qui ont testé d'autres types de matériel, ou aussi des personnes qui ont testé le même matériel pour avoir leurs avis, surtout si les avis divergent. Ça c'est super, c'est très intéressant, c'est beaucoup plus intéressant que si on est simplement d'accord. Mais bref, quoi qu'il en soit, j'ai décidé que j'assumais maintenant que je faisais pas que et uniquement de prendre des photos, mais aussi que je collectionnel matériel. Donc là on est à un stade où j'ai beaucoup d'appareils photo sur les étagères qui prennent la poussière et on appelle ça une collection. Voilà, c'est une collection. Il y a des appareils que j'ai achetés uniquement dans le but de les avoir et pas dans le but de les utiliser. Mais du coup, de tous les appareils photo que je possède, au final, quels sont ceux que j'utilise vraiment? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais vous citer 3 appareils photo numériques et 3 appareils photo argentique. Et en numérique, on commence tout de suite avec le Canon 6D qui est selon moi interchangeable avec mon 5D Mark III et mon Canon 5D Mark IV. C'est 3 boîtiers que j'adore et ce sont, comme j'ai dit, les boîtiers que j'utilise le plus souvent, surtout pour des jobs. Ce que j'appelle job, c'est quand je dois vraiment rendre un service à quelqu'un. Si je dois faire un job photo, ce qui arrive quand même encore régulièrement, principalement pour des amis, eh bien, c'est avec un Canon 5D ou éventuellement mon 6D. Alors là, en l'occurrence, tout de suite, mes 5D, je les ai prêtés à quelqu'un. Voilà, parce que j'ai tellement de matos et que je trouve dommage qu'ils ne soient pas utilisés, donc il m'arrive de prêter mon matos. Donc je ne peux pas vous montrer mes 5D, mais j'ai le 6D. Et comme j'ai dit, les 6D et le 5D pour moi sont interchangeables. Ils font des photos très similaires, ils utilisent les mêmes objectifs. Les 5D sont quand même officiellement plus performants, surtout le Mark IV. Mais c'est aussi des boîtiers qui sont un peu plus lourds et un peu plus gros, donc dans certaines conditions, je vais préférer prendre le 6D parce que je trouve que je perds très peu en qualité photo, voire même pas du tout dans certains cas, alors que je gagne beaucoup en poids et en taille, ce qui est assez important pour moi dans bien des cas. Voilà. Le deuxième boîtier dont je vais vous parler est un boîtier argentique. Et il fait un peu le lien avec le Canon 6D et le Canon 5D parce que ce serait mon équivalent en argentique et c'est mon Canon EOS 55.
Et c'est un des boîtiers dont j'ai pas parlé sur cette chaîne encore. Sur les 6 boîtiers dont je vous parle aujourd'hui, il y en a 3 qui n'ont pas eu le droit à leur vidéo dédiée encore pour l'instant. Mais le Canon EOS 55 est un boîtier que j'ai déjà depuis 2 ans et demi. Je l'ai acheté au Japon pour l'équivalent d'à peu près 18 €. Donc il m'a pas coûté grand chose. À part un voyage au Japon. Et c'est une édition japonaise. Mais il existe en effet une version européenne de ce boîtier que vous allez trouver ici. Ce qui est un peu cool avec l'édition japonaise, c'est qu'il est argenté. Et ça lui donne un look un peu rétro futur parce que bien sûr c'est tout du plastique. C'est un appareil EOS après tout. Hein. C'est un appareil 100% électronique. Le jour où il arrête de fonctionner, eh ben il arrête de fonctionner. Genre c'est pas vraiment des appareils qu'on peut réparer. C'est un appareil qui est performant. De toute façon la qualité d'image dépend de la pellicule que je mets dedans. Mais c'est un boîtier qui est intéressant parce que c'est un boîtier à monture EF. Donc je peux lui mettre tous mes objectifs EF dessus, soit tous les objectifs que je peux aussi monter sur mes Canon 5D et 6D. Et il s'avère que les objectifs à monture EF, j'en ai beaucoup. Voilà, j'en ai plus d'une vingtaine, je sais pas combien j'en ai exactement, mais je sais que j'en ai plus que 20. Donc c'est beaucoup, j'ai vraiment de tout. J'ai du très grand angle, du fisheye, j'ai aussi du téléphoto, j'ai des focales fixes, j'ai des zooms, j'ai des objectifs stabilisés. Et j'ai des objectifs ultra lumineux qui ouvrent à f1.0 et c'est tous des objectifs qui sont autofocus et que je peux monter sur la caméra qui me filme maintenant, qui est une Canon C70, mes Canon 5D et 6D que je vous ai montré avant, ou bien simplement faire de l'argentique avec mon EOS 55. Voilà. Le troisième boîtier dont je vais vous parler maintenant est mon boîtier argentique préféré, mais je pense carrément qu'il s'agit de mon boîtier photo préféré de l'histoire de la photo, que ce soit parce que je trouve que l'appareil est extrêmement agréable à utiliser, parce que je trouve qu'il est beau, parce que le son est satisfaisant, mais aussi parce que les objectifs sont intéressants et à un plutôt bon prix. Et il s'agit bien entendu de mon petit favori, le Pentax 6.7. Et je dis mon petit favori, mais il s'agit du plus gros appareil photo que je possède. Il est énorme. Voilà, je vous le mets à côté d'un appareil photo normal pour que vous voyez la différence de taille. Voilà, il s'agit d'un réflexe moyen format qui fait du format 6.7, comme l'indique ici le format et le nom de l'appareil 6.7, hein. Là, si vous avez des enfants dans la pièce, ouais. Comme les deux appareils que je vous ai présentés juste avant, ce sont des réflexes. J'adore les réflexes, tout le monde sait que j'adore les réflexes. J'ai plein d'objectifs pour ce Pentax aussi, dont des objectifs que j'ai vraiment payé pas cher. Mais l'objectif le plus fantastique du Pentax, c'est le 105 mm 2.4 qui vient par défaut, qui est, je pense, le meilleur objectif de l'histoire de la photographie moyen et petit format. Peut-être. En tout cas, c'est un objectif que je trouve exceptionnel. C'est une optique qui est piquée, qui est contrastée, mais qui a aussi un rendu extrêmement plaisant et un des plus beaux flous d'arrière-plan qu'on puisse avoir sur du moyen ou du petit format. Voilà. Je pense qu'on est obligé de passer en grand format pour faire mieux. C'est l'appareil avec lequel je m'amuse le plus de tous les appareils que j'ai eu. Et celui-là, je l'avais payé 400 € à l'époque. Et ensuite il a arrêté de fonctionner après genre 4 ans de loyaux services. Il est arrêté de marcher. Donc je l'ai fait réviser, une révision complète, ça m'a coûté 1000 €. Et ensuite il y a le levier de truc qui a cassé et ça m'a coûté 300 € de plus. Donc c'est un appareil à 1700 €. Voilà, c'est cher. Si on rajoute 300 € pour le 105 mm, 2000 €. Donc c'est cher. C'est cher. Vous aurez peut-être plus de chance que moi, si vous en trouvez un. Voilà. Le quatrième appareil photo que je vais vous présenter aujourd'hui est le premier et le seul appareil de toute cette liste qui n'est pas un réflexe. C'est bien entendu le Mamiya 7. Donc on est aussi sur un appareil argentique et on est aussi sur un format 6.7. Voilà, ça prend les mêmes pellicules et ça fait les mêmes négatifs de la même taille que le Pentax que je viens de vous montrer. Donc potentiellement ça fait les mêmes photos, mais les objectifs Mamiya sont meilleurs. Plus récentes surtout, elles sont beaucoup plus récentes. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi le Pentax quand le Mamiya fait des meilleures photos? En fait, le Mamiya il fait des meilleures photos, oui et non. C'est-à-dire que certes, les objectifs sont plus piqués, plus contrastés, mais ils sont aussi très modernes, genre trop modernes. Il y en a beaucoup moins.
et ils sont surtout beaucoup moins lumineux. Voilà, l'objectif le plus lumineux que vous trouverez pour ce Mamiya ouvre à f4, alors que pour le Pentax, on a des optiques qui ouvrent à 2.4 ou 2.8. Il y a même des gens qui adaptent des objectifs qui ouvrent encore plus lumineux que ça sur le Pentax. Et bah malheureusement, ce Mamiya n'a pas d'objectif très lumineux. Mais je trouve que c'est un très bon appareil qu'on peut avoir à côté du Pentax pour toutes les fois où on n'a pas besoin de la luminosité supplémentaire des objectifs du Pentax, pour toutes les fois où un viseur télémétrique est suffisant, parce que ça reste que c'est des viseurs qui sont un petit peu moins précis sur la prévisualisation du cadrage, de la mise au point et de la profondeur de champ que les viseurs réflexes. Et si on peut du coup se passer du réflexe et des optiques lumineuses, bah le Mamiya 7 est un boîtier qui est beaucoup plus compact et léger que le Pentax pour les mêmes négatifs comme je vous ai dit. Voilà, les gabarits côte à côte. Alors de face, on dirait pas que le Mamiya est tant que ça plus petit, mais il est beaucoup plus fin. N'est-ce pas? Et il est beaucoup plus léger. C'est même assez léger ça. Franchement, c'est léger, c'est cool. C'est considéré comme un des appareils argentiques les plus performants du marché. Et je sais que les gens qui ont ces appareils les adorent. En plus, il est beau. J'adore sa couleur. Et il est tellement agréable en main, mon dieu. J'ai mis mon téléphone sur silencieux, il continue de biper, je comprends pas. Alors, c'était tout pour les appareils argentiques. Il me reste 2 boîtiers numériques que j'utilise tous les jours. Tous les jours? Ouais. Numéro 5, le Canon EOS 100D. C'est un réflexe, encore une fois. Et ouais, donc sur les 6 appareils que j'ai, il y en a 3 que j'utilise qui sont en monture Canon EF. Parce que j'ai juste tellement d'objectifs et que l'objectif c'est quand même un peu le plus important en vrai. D'ailleurs, ça me donne l'idée que je pourrais faire la même vidéo mais je vous parle des objectifs que j'utilise vraiment. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, quand les idées elles viennent comme ça veut dire qu'il y aura une vidéo dans pas trop longtemps et pas 1 mois et demi d'attente. J'espère. Ce qui est intéressant avec ce Canon EOS 100D, c'est qu'il s'agit du plus petit boîtier réflexe numérique que Canon a jamais fabriqué. Alors en tout cas avec un capteur APS-C. Et je pense simplement qu'il s'agit du plus petit et plus léger réflexe numérique tout court. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut des boîtiers plus petits, plus compacts et plus légers, avec des capteurs tout aussi grands, on peut en trouver, mais ce sera des hybrides avec des viseurs électroniques ou de la visée par écran. Et moi, j'aime mon viseur optique, vous le savez. Et c'est une des plus grosses particularités et une des choses que j'aime le plus avec cet appareil, c'est le fameux viseur optique. En général, quand j'utilise ce petit Canon, je le mets en mode programme, donc le P, ça veut dire que quasiment tout est automatique. Je laisse l'appareil réfléchir à ma place et je l'utilise simplement, donc voilà, je fais mon focus, il a plus de batterie. Je fais mon focus sur mon sujet, je cadre et je déclenche. Et c'est tout ce que je fais. C'est un appareil en fait que j'aime avoir sur moi en tout temps. Et son viseur optique me donne l'impression que je ne suis pas coupé du monde, que je ne suis pas coupé de mon sujet. Donc c'est un appareil assez sympa à utiliser tous les jours, voilà, au quotidien. C'est l'appareil que je prends en soirée, c'est l'appareil que je prends en week-end, c'est l'appareil que je prends en voyage. Parce qu'il est tellement petit, tellement compact, tellement léger que je peux facilement le glisser dans n'importe quel sac. Je peux même le mettre dans ma banane. J'ai même certains manteaux en hiver où j'arrive à le mettre dans les poches, hein. Mais je garde ce viseur optique qui me permet de visualiser et de cadrer correctement mes images pour quand même produire des images de qualité parce que c'est quand même assez important. Sans avoir l'impression de me déconnecter du vrai monde en fait en regardant la vie à travers un écran. Et c'est ça qui est ultra important pour moi. Par exemple, voici mon Ricoh GR3 qui est un appareil photo compact. Donc comme vous voyez, il est un peu plus petit et un petit peu plus léger que mon Canon ici présent. Alors que ce Ricoh a techniquement un capteur qui est plus grand que le Canon, un objectif tout aussi lumineux et une stabilisation, ce que le Canon n'a pas. Donc en théorie, ce Ricoh, et je le pense, fait de meilleures photos que le Canon que je vous ai montré là. Et là d'ailleurs j'ai pu accessoiriser mon Ricoh avec un pare-soleil, un petit filtre de diffusion et hop, une petite poignée, je sais pas comment t'appelles ça. En anglais ils disaient thumb grip, mais genre pour le pouce quoi, comme ça il te tient mieux dans la main. Hein. Il y a moins de chances que... Non, c'était une blague bien entendu. Cependant je vais mettre ça comme ça on est sûr.
Voilà, comme ça, il y a moins de chances de le faire tomber. Ah, il tient bien comme ça. Et ces petits accessoires m'ont été envoyés par la marque Freewell, comme ça. Voilà, ils me les ont offerts. Allez, c'est gentil. Et accessoirisé comme ça, je trouve que ce Ricoh est très agréable à utiliser. Je l'aime beaucoup. Et des fois, effectivement, je le prends sur moi à la place du Canon. Mais la vérité, c'est que le Ricoh reste un boîtier où la visée se fait par écran en fait, puisque c'est un peu un compact et qu'il n'y a pas de viseur. Alors je sais qu'il y a moyen d'y rajouter un petit viseur optique ici comme ça, mais c'est des viseurs passifs, si on peut appeler ça un viseur passif. Genre en gros c'est un viseur clair en fait. C'est des viseurs qui sont très approximatifs et qui ont aucune information à l'intérieur. Donc vous devez quand même regarder l'écran hein, pour checker le focus par exemple, ou pour checker vos réglages. Voilà. Et ça fait que quand j'utilise ce Ricoh, bah, je sens une distance entre ce que je fais et ce que je vois dans l'écran. Parce que je vois tout à travers un écran en fait. Et ça me dérange. J'aime pas ça. Voilà, j'aime pas ça. Et ça fait que ce Ricoh, je l'utilise pas autant que ce que je peux utiliser le Canon. Mais voilà, il y a quand même des fois où je prends le Ricoh plutôt que le Canon. Parce qu'en plus, le Ricoh, bah, si je lui mets pas le pare-soleil, c'est un boîtier qui devient tellement compact que ça rentre non pas seulement dans les poches d'un manteau, mais aussi dans les poches d'un jeans, genre concrètement. Alors un jeans d'homme, on s'entend. C'est un boîtier que je peux avoir sur moi en tout temps et qui fait des photos plus sympas quand même que mon smartphone. Donc c'est pour ça que c'est pas un des boîtiers qui est sur ma liste aujourd'hui concrètement, mais c'est une mention honorable. Ouais, il y a un détail important en fait par rapport au Canon que le Ricoh n'a pas non plus, et c'est que le Canon, il a un flash. Je peux pas ouvrir le flash parce qu'il a plus de batterie, désolé. Et j'ai pas le chargeur, j'ai prêté le chargeur à un ami et il a oublié de me le rendre. Mais oui, le fait que ce boîtier ait un flash, c'est ultra important pour moi. Parce que la vérité, c'est que vu que j'utilise beaucoup cet appareil en auto et pour documenter ma vie de tous les jours et ma vie avec mes amis, eh ben, la plupart du temps, c'est plus important d'avoir des photos nettes, des photos où on voit quelque chose, que des photos floues, parce qu'on est dans des conditions de lumière qui sont pas bonnes. Et le flash permet aussi de déboucher les ombres, chose qui est quand même assez sympa. Et puis enfin, au final, le flash, ça donne un look et une esthétique qui est très à la mode en ce moment et que moi-même j'aime bien. Donc, vu que pas tous mes appareils photo ont de flash intégré, bah d'ailleurs, de tous les appareils photo que je vous ai présentés ici, à part le Canon EOS argentique et celui-ci, les autres boîtiers n'ont pas de flash intégré. Sans plus attendre, on va parler du boîtier le plus attendu et inattendu en même temps de la vidéo. Le prochain appareil photo dont je vais vous parler est l'appareil photo le plus cher que j'ai au monde. Les deux. Bien entendu, un boîtier que j'ai acheté d'occasion pour à peu près 1/8 de son prix neuf, mais un boîtier qui m'a quand même coûté tellement cher que j'ai dû revendre mon Hasselblad, mon Fuji GFX et mon Pentax 645Z, ainsi que mon Leica M10 pour me le payer. Donc j'ai dû vendre mes 4 boîtiers les plus chers. Voilà. C'est pas une blague. Après, si j'ai dû vendre autant de choses pour m'acheter cet appareil, c'est parce que j'ai pas acheté que un seul appareil. J'ai aussi acheté les accessoires et les objectifs qui vont avec, qui sont tous assez coûteux. Et si vous suivez cette chaîne YouTube, vous savez de quel boîtier je vais parler. Enfin, vous savez peut-être pas exactement de quel boîtier, mais vous savez de quel système je vais parler. Et c'est un système qui m'a coûté beaucoup trop cher pour ne pas l'utiliser, et c'est pour ça que c'est un des appareils que j'utilise le plus souvent. C'est aussi un des appareils avec lequel je prends le plus de plaisir, mais c'est pas du tout mon appareil principal, parce que, entre autres à cause de son prix, mais aussi à cause de sa taille et son poids, c'est un appareil que je ne peux pas avoir sur moi si souvent que ça, donc il y a beaucoup de fois où il reste à la maison. C'est un appareil qui est quand même conçu et élaboré pour le studio, même si il est des fois utilisé pour le paysage. C'est un boîtier qui s'utilise plutôt sur trépied et pas pour la photo de tous les jours. Bien entendu, il s'agit du Phase One. Wouh! Voilà. Le Phase One, qui est ici un boîtier XF. Phase One XF, voilà, la première version du XF. Donc, enfin, la version non mise à jour, parce que ça coûte cher de le faire mettre à jour. Donc je l'ai pas fait. Moi, je crois que c'est 700 balles, un truc comme ça. C'est peut-être même plus. C'est peut-être même 1000 balles. Et son petit dos numérique avec un capteur CMOS de 100 millions de pixels. Il s'agit ici du capteur CMOS le plus grand jamais commercialisé. Oui, il est même théoriquement plus grand que le capteur
de 150 mégapixels de la version plus récente et plus chère de ce boîtier. Donc 100 millions de pixels, c'est beaucoup, c'est trop selon moi. Je pense que 60 ça aurait été plus sympa, mais il n'y a pas de capteur CMOS pour ces boîtiers qui fait autre que 100 mégapixels. Enfin si, il y a un capteur de 50 mégapixels aussi, mais le capteur est beaucoup plus petit, donc c'est un peu moins intéressant. Là, je voulais le capteur complet, hein. Je voulais utiliser l'entièreté du potentiel de l'appareil, on se comprend. Et en fait, le boîtier lui-même m'a pas coûté si cher, hein. Ce qui m'a coûté cher, c'est le dos. Le dos numérique, ça coûte une blinde, parce que c'est ultra unique, c'est un très gros capteur qui est un peu fait pour ces boîtiers. Concrètement, il y a eu des Hasselblad qui avaient ce capteur aussi, mais ils sont plus fabriqués. Phase One ne fabrique plus ces dos non plus, ils ont que des dos qui sont plus récents et probablement plus performants, mais aussi 52 000 €. Donc bien entendu, totalement hors de mes moyens. Et des tiens aussi d'ailleurs, je le sais. Parce que j'arrive, en fait, ce que tu sais pas, c'est que quand tu t'es abonné à ma chaîne YouTube, ça m'a légué toutes tes informations. Et du coup, je peux checker ton compte en banque. Et je l'ai fait. Et je vois que t'as pas 52 000 €. Voilà, désolé. Ouais, magnifique boîtier. En plus, on peut le customiser, regardez. Voilà. Si c'est pas magnifique, franchement, c'est bien. C'est mon bébé. C'est vraiment mon bébé, j'ai l'impression. Et c'est aussi lourd qu'un bébé. Et si je le fais tomber par terre, je pense que c'est aussi grave que si c'était un bébé. Il y a tous les boutons, on peut les customiser. Et il y a même un écran tactile sur le dessus, là, genre wesh. Et regardez, il y a même un séismographe. Hein? Donc je peux comme ça le poser et détecter s'il y a eu un séisme. Voilà. Est-ce qu'il fait ça ton Hasselblad? Je crois pas, non. Donc il vaut rien. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Il y aura très certainement un jour une vidéo dédiée où je vous présenterai cet appareil plus en détail, puisque je sais que c'est des appareils qui sont pas ultra bien documentés sur internet. Les gens qui possèdent ces appareils sont soit extrêmement riches, soit biaisés. Et je tenterai de vous faire un test de cet appareil qui est ni riche ni qui vient pas d'un riche et qui est pas biaisé. Peut-être. Voilà. D'ailleurs, vous voulez de l'objectivité. Je trouve que les fichiers, les couleurs des fichiers Phase One ouverts dans Capture One, c'est pas terrible. Ça demande beaucoup de travail pour que les couleurs soient aussi douces, agréables et justes que ce que je fais avec mon Canon 6D. Voilà, mais j'ai exactement la même sensation avec Hasselblad. Je sais pas pourquoi, c'est ces boîtiers haut de gamme, les couleurs, je trouve qu'elles sont ternes et que les tons des peaux sont pas très justes par défaut. Genre, ça demande beaucoup de boulot. Après, je sais que en fait, ce genre de boîtier moyen format, ils sont pas capables de mesurer la balance des blancs et la balance des couleurs avant d'avoir pris l'image. Donc, en fait, il base sa balance des blancs sur le RAW quand il est déjà capturé. Voilà. Un boîtier réflexe comme un Canon, et en fait il y a un capteur de couleur qui est dans la partie réflexe de l'appareil, donc pas au niveau du capteur principal, vous voyez. Et donc la balance des blancs elle se fait après. Et c'est à vous de la changer en post. C'est pas très grave, parce que de toute façon, ces Phase One ne peuvent pas faire des photos autres que du RAW. Vous êtes obligé de faire du RAW. Qui dit que vous êtes obligé de faire du RAW, dit que vous êtes obligé de traiter ces RAW dans un logiciel comme Adobe ou Capture One. Et en l'occurrence, pour ce Phase One spécifique, les fichiers ne sont pas supportés par Adobe. Donc je suis obligé d'utiliser Capture One. Je peux même pas les prévisualiser sur mon Mac. Je suis vraiment obligé de passer par Capture One. Et dans Capture One, je peux réajuster ma balance des blancs et mes teintes comme je veux. Comme je veux. Donc, si dans l'appareil c'est pas juste, c'est pas grave. C'est juste que sur l'écran à l'arrière, c'est moche. Et puis quand ça arrive dans Capture One, il faut travailler son fichier. Et des fois, ça prend du temps, genre beaucoup de temps, genre beaucoup plus qu'avec un Canon, où je trouve que les couleurs, elles sont jolies tout de suite. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà, j'ai été un peu objectif, histoire que vous ayez quand même mon avis sur ce boîtier avant que j'en fasse une vidéo dédiée. Mais oui, j'adore ce Phase One, je collectionne les appareils, mais vous savez, les musiciens qui font de la musique électronique, chose que je fais aussi,
ils vous diront tout le temps que n'importe quel son électronique peut être émulé avec un ordinateur et des logiciels qui sont des fois même gratuits. Et pourtant, beaucoup de ces musiciens électroniques continuent d'acheter régulièrement des pédales à effet, des synthés, des racks d'effets, des trucs comme ça, parce que le côté physique, le côté tactile les incite et les inspire et permet de développer la créativité. Voilà, ça génère une étincelle qui vous pousse à faire de l'art. Et je pense que le matos photo peut faire exactement pareil. Il y a du matos photo qui, certes, fait techniquement des meilleures photos, mais qui vous inspire pas et qui peut vous rendre carrément flemmard, ce qui se traduira par de plus mauvaises photos. Et un boîtier comme le Phase One, c'est un boîtier qui demande tellement de travail et d'intention dans ce que l'on fait avec, comme beaucoup de boîtiers argentiques, hein, comme le Pentax, le Mamiya argentique que je vous ai montré juste avant. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore autant ces boîtiers. Et bien le fait que je doive mettre autant d'intention dans ma photo fait que je déclenche plus autant pour rien. Et quand je rentre chez moi, bah, j'ai que 10 photos prises de ma journée et j'ai pas besoin de trier parce que les 10 photos sont bien. Alors que à l'époque où j'avais un Fuji X qui prenait 30 photos à la seconde, et ben à chaque fois je devais trier 400 photos pour en tirer que 2 qui me plaisaient. Et ben c'est ça, c'est juste une philosophie différente. Utilisez peu importe ce qui vous permet de faire ce que vous semblez le mieux. Mais n'ayez pas peur que votre boîtier soit un peu ancien, un peu gros, un peu lourd, un peu lent. Et n'ayez pas peur de dépenser l'entièreté de la fortune familiale dans un Phase One.